dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, bienvenue à Bernie's Greens, Bernaille. Je me prénomme Bernard Bonneau. Je suis à Tressan-Rédempteur, dans Vaudreuil-Soulanges. Puis, je suis un jardinier maraîcher. Pour faire un bref historique, comme je le disais en jasant avec vous autres, mes parents ils ont acheté la fermette ici en 1987. Mes parents ils ont été élevés sur des fermes, toutes les deux quand ils étaient jeunes dans les cantons de l'Est. Puis ils ont vraiment su nous transmettre l'amour de la nature, de la terre. Oui. Puis ça, je trouve ça vraiment bien. Puis moi, où est-ce que c'est venu? C'est suite à l'achat que mes parents y ont fait de la terre ici. J'ai suivi un cours en agriculture biologique à la fin des années 80, 1989 si ma mémoire est bonne, à Saint-Scolastique. Puis j'ai vraiment eu la piqûre de faire pousser des légumes, le jardinage, l'agriculture. Puis bon, c'est comme ça que ça a commencé. En 1990, j'ai commencé à en faire ici des grands jardins, à planter de l'ail, puis c'est comme ça que ça a commencé. En 93, je suis parti vivre au Témiscamingue, puis je suis revenu avec ma conjointe puis ma fille en 2011. Puis c'est vraiment là que j'ai décidé de partir une petite entreprise, de cultiver de l'ail en partie, puis de faire des verdures, puis toutes sortes de choses. C'est comme ça que ça a commencé. Puis pour être honnête, au début, je pensais vraiment pas. J'ai commencé avec deux petites sœurs, puis j'ai commencé un marché à Van Cleek Hill en Ontario, puis à Hudson au Québec. Puis la demande était là, la réponse des clients était vraiment bonne. Fait que de fil en aiguille, j'en ai fait tout le temps un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis là, finalement, aujourd'hui, à cette heure, je fais 3 marchés, 2 dans la région ici, 1 en ville. Je plante environ 25 000 plants d'ail. Je fais des tomates cerises, je fais des tomates roses, en partie un petit peu de rouge. Je fais beaucoup de mesclun aussi, des verdures asiatiques, de la laitue en champ, des pois mange-tout, des petites fèves jaunes, vertes, du radis, des oignons verts à botteler. Je fais pas toutes les variétés de légumes, mais j'en fais quand même une bonne gang, là. Bien, là, on est dans une de mes parcelles d'ail. Comme je le disais, j'en ai au moins comme environ 25 000 plantes plantées. Là, l'ail, elle a atteint son maximum, son pic, qu'on peut dire. Puis même, là, on peut voir, là, les feuilles, le bout des feuilles commence à jaunir, ce qui veut dire que l'ail a commencé son transfert d'énergie dans le fond des feuilles afin de permettre la grosseur du bulbe. À ce temps ici, vers la mi-fin juin, c'est la période où est-ce qu'on casse les fleurs d'ail. C'est une tige, on dit les fleurs d'ail, mais dans le fond, c'est pas une vraie fleur, c'est un arbre floral, là.
Puis c'est important d'enlever ça parce que si on n'enlève pas ça, l'énergie va aller plus pour l'ambre florale que pour le bulbe. Fait que donc, en cassant ça, ben, l'énergie des feuilles va se transférer pour faire grossir le bulbe. La partie qu'on mange, c'est la partie qu'on veut avoir, que moi je veux avoir. La fleur d'ail, en passant, c'est très bon à manger. J'en vends à mes marchés. C'est très bon cru, cuit. Il y a beaucoup de monde qui font du pesto. C'est bon déshydraté. Fait que c'est ça, avis au monde qui ne le savent pas, là. Fait que, il y en a beaucoup de disponibles. Fait que si jamais il y en a qui en veulent, ben j'en vends à mes marchés. Comme vous pouvez voir, ça c'est une variété à tige dure. C'est justement cette tempe-là, l'ambre florale. Ça, quand elle sèche, ça devient une tige de bois vraiment dure en plein centre du bulbe. C'est une des caractéristiques de ces variétés d'ail-là. Comme vous pouvez voir, c'est quand même haut, là. On passe un ail à son maximum, comme mettons comme la semaine passée. Il y avait des plants qui étaient presque 4 pieds de haut. Fait que c'est un ail qui vient vraiment haut, le plant, puis c'est un ail qui fait des gros bulbes aussi. Souvent, là, c'est des bulbes là, qui pèsent comme 100 grammes et plus. Pas toutes, là, mais j'en ai quand même un très bon pourcentage. Moi, la façon que je cultive ça, c'est en plate-bande surélevée, parce que c'est argileux ici, afin de limiter qu'il y ait trop d'eau. C'est au cas où qu'au printemps ou en hiver, quand il y a des périodes de dégel, qui s'accumule de l'eau. Puis quand on plante l'ail à l'automne, ben moi, je la recouvre toujours avec de la paille. Mais l'ensemble du monde, de toute façon, qui cultive l'ail au Québec, ils font ça aussi. Et la culture de l'ail au Québec, c'est pas une culture qui est très répandue, malgré que ça l'est de plus en plus. Il y a un engouement, je dirais, depuis environ une dizaine d'années. Il y a vraiment un pic. Il y a de plus en plus de petits producteurs comme moi, puis il y en a des plus gros comme de raison. Mais la raison est bien simple, c'est que l'ail qui est cultivé ici, il n'y a rien de comparable avec la qualité qu'on fait que l'ail qui est importé. L'ail de Chine, on oublie ça, c'est vraiment pas de la bonne qualité, on ne sait pas ce qu'ils font. L'ail du Québec, c'est un ail qui est le goût, la fraîcheur, c'est incomparable au niveau du goût. Il y a une chose que je pourrais mentionner, c'est que j'ai été un des pionniers dans la province du Québec, justement au début des années 90, à commencer à introduire les variétés qui sont le plus répandues maintenant, qu'on cultive au Québec, les variétés à tige dure, des hardneck qu'on appelle en anglais. Moi, j'avais commencé avec la variété musique. C'est elle qui est probablement la plus commune à cette heure. Puis c'est en partie elle que je fais pousser dans les champs. Fait que c'est ça. Puis au niveau, là, c'est pas parce que c'est pas si facile que ça faire pousser de l'ail. Le monde pense qu'on plante ça dans la terre et ça pousse seul, mais c'est comme n'importe quoi. C'est une plante qui est très exigeante au niveau de la fertilisation. Puis il y a la variété, la sélection des semences. Il y a une multitude de choses, quand est-ce qu'on la récolte, l'entretien. Bon, c'est pas une culture qui est simple à faire. Bon, ben, voyez, comme j'ai des stagiaires qui viennent ici, moyennant l'hébergement, les repas.
C'est des gens qui viennent m'aider afin, parce que c'est sûr que je ne pourrais pas faire ça toute seule. Il y a des bénévoles qui viennent aussi à l'occasion quand j'ai vraiment besoin, surtout comme dans la récolte de l'ail, pour l'arracher puis pour l'accrocher, pour la faire sécher. J'ai beaucoup de gens qui viennent m'aider par chance, parce que sinon, c'est certain que je ne pourrais pas faire ça seul, là. Puis au niveau de mes cultures en général, que pour vendre au marché, bien, dans le fond, toutes, c'est ça, j'ai des stagiaires qui travaillent pas mal à temps plein, là, je pourrais dire 40 heures semaine. Mais c'est des gens qui apprennent en même temps, puis c'est ça. Moi, je suis un vendeur, je vends mes choses dans des marchés champêtres. Je vends aussi à une coop, c'est sûr, qui est une coopérative. C'est une des premières, ce genre de coop-là, en tout cas au Québec, si je ne me trompe pas. C'est pas la place où est-ce que je vends le plus, mais quand même, je suis content de vendre là. Bon, l'importance de ça, bien, dans le fond, c'est d'encourager les achats locaux. C'est d'encourager les petits producteurs comme moi, que ce soit de viande, de petits fruits, de légumes, d'ail, peu importe. C'est ça qui est important. Au niveau de l'engouement, oui, il y en a un, mais il y a personnellement, là, ça s'est stabilisé, les marchés, là. Il y avait une croissance, peut-être là, comme 10 ans, 5 ans. Puis là, ça s'est stabilisé. C'est comme si le restant de la masse, ceux qui étaient vraiment intéressés à ça, ça l'a rempli là, comme ce qui était comme de disponible. Au niveau de l'offre et de la demande, c'est stable, là. Il n'y a pas plus de demande que de ce qu'il y a de l'offre. Puis même, il y a des marchés que c'est comme moins bon. Bon, au niveau de mon calendrier de production, si je pourrais dire, le fait que j'ai des serres, moi, je commence en général, dépendamment des printemps qu'on a, j'ai des verdures, des épinards, du mesclun, la laitue, en général, vraiment comme au début avril. Des fois, ça arrive fin mars, parce que moi, mes serres, il faut que je spécifie une chose, c'est que c'est pas chauffé. C'est pour limiter les coûts, pour éviter là, les gaz à effet de serre. Ça, c'est des choix purement écologiques, là. Bon, je devrais peut-être, parce que c'est sûr que les tomates seraient plus avancées, mais bon, peu importe, là. Puis c'est ça. Puis tranquillement, à mesure que la saison avance, bien là, comme en général, fin avril, bien là, je plante mes tomates dans les serres. Puis là, je plante des poivrons, des aubergines. Je continue toujours à semer des laitues puis des verdures asiatiques dans les serres jusqu'à temps que la température soit assez bonne que je puisse commencer à en cultiver en champ. Ah, puis au niveau, c'est ça, là, je cultive tout l'été, comme de raison, des légumes en champ et en serre. Puis c'est la même chose, dans le fond. Le fait que j'aie des serres, ça rallonge ma saison de culture. Je peux cultiver des épinards, je peux cultiver de la laitue, puis encore une fois, certaines verdures asiatiques qui sont quand même très tolérantes au froid. Donc, on peut dire qu'à partir de avril, aller jusqu'à novembre, on ne se trompe pas bien au niveau que je peux avoir des légumes de disponibles. Ouais, là, j'arrache une petite mauvaise herbe, il y en a. Ça, c'est une plate-bande de verdure asiatique. C'est avec ça que je fais mon mesclun. C'est une de mes affaires principales que je fais. C'est une des choses qui se vend vraiment bien. Eux autres, c'est sûr, ils sont vraiment rendus à maturité. Dans les semaines qui viennent, ça va tout être coupé.
comme ici, j'en avais depuis comme le printemps. J'ai pu faire comme 2, 3 récoltes, dépendamment des sections. Mais là, avec l'été qui avance, ça cherche à monter en graines, ça fleurit, puis sont plus bonnes. Donc, on a tout enlevé. Puis, je m'en vais travailler le terrain, passer la grelinette, rotoculter, remettre un peu de compost, puis je m'en vais en repartir. Ouais. Ouais, au niveau là, le type de culture que je pratique ici, j'appelle ça du jardinage naturel parce que je ne suis pas certifié bio, mais c'est comme. On peut dire de l'agriculture écologique, du jardinage naturel, sauf que je n'ai pas ma certification biologique. Mais c'est tout comme. Bien, ça l'implique, c'est dans le fond, c'est la même chose que du bio. Tu n'as pas le droit d'utiliser aucun produit de synthèse, que ce soit au niveau pesticides, comme des raisons, aucun herbicide, aucun engrais chimique, aucun engrais de synthèse. Tous les produits qu'on utilise, il faut que ça soit approuvé par des organismes, justement, qui ont étudié puis qui approuvent. Parce qu'il y en a quand même, il y a des pesticides écologiques qui sont certifiés pour l'agriculture, donc qui sont beaucoup moins nocifs que les produits de synthèse. Mais on a le droit. Il y a certains, juste pour faire une petite parenthèse, c'est que c'est des produits que leur durée de vie est très courte, puis soit que quand il pleut, aussitôt qu'ils touchent le sol, ils deviennent comme inactifs. Ce qui, dans le fond, ce qui permet, il n'y a pas comme de résidus en tant que tel, ou très peu, là, sont minimes. Mais on peut dire que je fais de l'agriculture écologique. Tu vois, au niveau des tomates, les variétés que je cultive, moi, c'est des tomates c'est toutes des tomates indéterminées, ce qui veut dire que c'est des tomates qui poussent tout le temps. Il y a toujours une tête qui pousse, puis il y a toujours des grappes qui se rajoutent tout au long de la saison. Donc, c'est des tomates qu'il faut attacher avec une corde. Il y a des clips aussi, il y a des genres de petits anneaux en plastique qui se vendent. Il y a plein de méthodes. Moi, j'utilise celle-là, ça me coûte rien. C'est peut-être un petit peu plus long, mais bon. C'est ça. Ça pousse tout au long de la saison. C'est sûr qu'il faut enlever les drageons, les têteux qu'on appelle, là. C'est les gourmands. Ça, c'est bien important afin de garder juste 2 têtes. Puis c'est eux autres qui vont produire de la tomate tout au long de la saison. C'est sûr que la tomate, c'est une plante qui est assez exigeante, beaucoup de compost, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais, pas trop azoté par contre, mais beaucoup de phosphore et de potassium afin de permettre une bonne fructification. Je fais juste de la culture en serre, les tomates, parce qu'à l'extérieur, il y a trop de maladies à cause de l'humidité qui tombe, à cause de la pluie qui tombe sur les feuilles, puis il y a trop de champignons qui se développent, fait que c'est vraiment pas bon. La qualité des fruits n'est pas là, puis il y a trop de taches ces fruits, puis bon, c'est pas le fun. Il y a trop de pertes. L'entretien, tu vois, comme ça, en principe, on a fait le désherbage une fois à date, puis peut-être qu'on va le refaire une fois au courant de la saison. Après que les plants sont établis, comme tu peux voir, les plants sont gros, fait que là, c'est pas des petites mauvaises herbes en bas qui vont vraiment nuire à la plante, là, à moins qu'il y en aurait vraiment gros, là. Mais tu sais, il n'y en a pas... Ça a été fait, il n'y en a vraiment pas gros. Fait que normalement, je pense qu'on va avoir la paix pour toute la saison, là.
Bon, moi ici, j'ai une terre de type argileuse, qu'on appelle de l'argile. C'est une très bonne argile, par contre. C'est pas une argile bleue ou verte, là, comme qu'il y a dans certains secteurs de la province, surtout dans la vallée du Saint-Laurent. Je pourrais peut-être dire comme plus dans le coin de Saint-Hyacinthe, là. C'est une argile plus brune. C'est une terre qui est très fertile, c'est un sol qui est très riche, qui est très bon, sauf que quand il pleut beaucoup, comme cette année, il y a des désavantages parce qu'on ne peut pas travailler le terrain parce que c'est une terre qui colle. Ça colle, puis si on ne la travaille pas dans le bon temps, bien, ça fait des mottes qui viennent dures comme du ciment, fait que la structure du sol est toute défaite. Bon, les avantages d'une terre argileuse, bien, c'est ça, c'est une terre qui est riche, c'est une terre qui conserve les engrais. Contrairement à des sols sablonneux, la matière organique puis les engrais qu'on met, ça se lave, c'est que ça ne reste pas dans la terre. Et la terre argileuse, comme ici, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de fertilisants, puis les plantes viennent quand même belles, là. Ça pousse bien, puis j'ai des très bons rendements. Ben, l'ail, en tout cas, c'est vraiment bon. Bien, les laitues, toutes, dans le fond. C'est sûr que c'est pas une terre, mettons, comme les légumes racines, ça, c'est pas vraiment bon. Tout ce qui touche comme les carottes, les panais, les oignons, c'est pas des terres à recommander pour ça. Bon, c'est ça. Quand mes parents y ont acheté, mais c'était une terre comme ça, fait qu'on... Je m'adapte. C'est à moi à m'adapter avec le type de sol, puis d'adapter le type de culture que je m'en vais faire en fonction du type de sol que j'ai. C'était juste un grand champ. C'est moi qui ai décidé de m'acheter deux petites serres afin de justement de cultiver des légumes plus tôt en saison puis plus tard en saison. Puis comme je l'ai mentionné, bien là, je fais ça de façon plus professionnelle, si je pourrais dire, là. Mais pas en grande quantité, hein. C'est une petite ferme, hein, une petite surface. C'est vraiment pas gros, hein. Ça ici, c'est des poivrons. Jusqu'à date, là, je me croise les doigts, sont beaux cette année. Il y a beaucoup de fleurs. La récolte devrait être bonne de poivrons, en espérant que ça va continuer comme ça. J'ai des tomates cerises juste ici, à ma droite. L'avantage principal de cultiver dans des serres, c'est justement un meilleur contrôle sur les éléments là, au niveau de la température. Je plante surtout des légumes qui ont besoin plus de chaleur, comme les tomates, les piments, les aubergines. Donc, s'il fait froid, bien, tu fermes tes serres afin de garder la chaleur. Puis le jour, c'est sûr que les serres c'est toujours plus chaud que dehors. Puis l'autre grand avantage, c'est qu'il n'y a pas d'eau directe qui tombe dessus tes légumes, dessus les feuilles. Fait que c'est un grand avantage, ça, au niveau des maladies, afin d'avoir des plants plus en santé puis d'avoir une production de fruits plus beaux aussi. Parce que c'est la pluie, c'est vraiment l'humidité qui cause des maladies au feuillage et aux fruits. Cultiver des épinards, c'est pas évident parce qu'ils montent vite en graines, là, donc ils font pas beaucoup de feuilles. Mais quand même, je n'ai fait une récolte à date dehors, puis je vais être bon peut-être pour en faire une ou deux gros max. C'est sûr, ça, c'est une plante de climat frais, donc c'est vraiment bon très tôt au printemps, puis plus comme ça à la fin de l'été, à l'automne. Mais c'est une culture qui se vend bien. C'est un produit que le monde aime, puis qui c'est facile à récolter. Puis c'est pas pire. Il n'y a pas trop de maladies non plus, puis d'insectes qui s'attaquent à ça, ce qui est le fun.
Où est-ce que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu? Moi, c'est parce que je fais des marchés champêtres. C'est la vente au détail. Puis j'essaie de produire des variétés de légumes aussi qui ne se retrouvent pas à l'épicerie. Je fais des légumes de spécialité que je pourrais dire. La fraîcheur comme de raison des produits, les variétés de tomates, comme je le disais, que je fais pousser, ce n'est pas des variétés de tomates commerciales. La saveur est meilleure. C'est sûr que le rendement est moins bon, mais les saveurs sont meilleures. Fait que là, en étant meilleur, bien, tu peux demander un petit peu plus cher pour tes légumes. Fait que c'est comme ça que tu réussis à tirer ton épingle du jeu. Il y a probablement un système de chauffage d'appoint que j'aimerais avoir justement afin de me permettre d'arriver sur les marchés avec des légumes qui ont une bonne demande, comme les tomates ou les poivrons. Donc, j'en aurais plus tôt. Puis aussi, je pourrais avoir des verdures plus tôt en saison. Il y a aussi, j'aimerais peut-être, si la saison est bonne cette année, avoir un tunnel chenille que je mettrais en champ afin justement de me permettre de cultiver des choses plus tôt et plus tard en saison. Puis l'avantage des tunnels chenilles, c'est que dans un plan de rotation, c'est que c'est facile d'échanger de place. Fait que ce qui est très important.